Ce jour-là, je pourrais le revivre les yeux fermés, tant il est resté gravé dans ma mémoire. Le soleil traversait doucement les rideaux de mon appartement, au milieu des moulins à vent de Porto Alegre. Pourtant, la chaleur qui m'envahissait ne venait pas du climat. C'était une brûlure intérieure, celle de la colère qui montait lentement dans ma poitrine. Le téléphone a retenti à 19h37. J'étais en train de préparer ma tisane à la camomille, comme chaque soir depuis que j'ai quitté l'école publique après y avoir enseigné pendant 32 ans. Sans jeter un œil au numéro affiché, j'ai décroché. « Allô ?» ai-je dit avec ma voix posée, celle que j'utilisais même dans les situations tendues en classe. « Maman !» C'était Gabriel, mon fils. Mais sa voix, elle n'était pas la même. Ce n'était ni celle de l'enfant que j'avais bercé, ni celle de l'adolescent studieux à qui je préparais des encas pendant ces longues soirées d'études, ni même celle de l'homme que j'avais accompagné à l'hôtel pour épouser Luciana, 6 ans plus tôt. Ce que j'entendais maintenant était glacial, calculateur. J'ai fait mes comptes, et je ne peux pas continuer comme ça. Je me suis laissé tomber sur la chaise en bois de la cuisine, celle qui appartenait à ma mère, comme si mes jambes n'avaient plus de force. J'avais l'intuition que ce qui allait suivre allait me bouleverser. « De quoi parles-tu, Gabriel ?» Il a répondu sans hésiter, « De ta retraite, maman. Ton argent dort pendant que je croule sous les dettes à force de subvenir aux besoins de Luciana et de sa mère. Tu vis seule dans ce grand appartement, tu n'as pas besoin de tout ça. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Jamais Gabriel ne m'avait parlé sur ce ton. Il avait toujours été affectueux. Du moins, je l'avais cru. « Mon fils, tu sais bien que je t'ai toujours tendu la main quand tu en avais besoin. Il te suffit de me demander. » Mais il a explosé. Sa voix a grimpé en intensité, claquant dans le combiné avec une brutalité telle que ma main s'est mise à trembler. « Demander ? Je ne vais rien demander. Je suis ton seul fils. À partir de maintenant, 90% de ta pension me revient. Je dois m'occuper de ma femme et de sa mère. Tu n'as pas besoin d'autant d'argent. » Le thé a débordé de la tasse, m'ébouillantant les doigts. Mais la brûlure physique était insignifiante face à celle que je ressentais dans mon cœur. Presque 60 ans de vie, dont plus de 30 à transmettre des valeurs et du savoir à des générations d'élèves. Et voilà que mon propre fils, mon unique enfant, me menaçait comme une étrangère. « Gabriel, ce n'est pas possible. C'est ma retraite. Cet argent m'appartient. J'ai travaillé toute ma vie pour l'avoir. » Il a répliqué sèchement, « Et tu crois avoir travaillé pour qui, maman ? Pas pour moi en tout cas. Tu ne t'es pas assuré de mon avenir. Et cet avenir, c'est maintenant. Luciana a besoin de soins. Sa mère aussi. Toi, il te faut juste de quoi manger et acheter tes médicaments. Le reste, c'est du luxe. » Pendant qu'il parlait, mon regard s'est posé sur une photo accrochée au mur de la cuisine. Gabriel, à 10 ans, brandissait fièrement un trophée de mathématiques. Je me tenais fièrement à ses côtés. Son père, mon mari Antonio, était déjà décédé à ce moment-là. Une crise cardiaque à 45 ans. J'ai élevé Gabriel seul depuis, avec mon salaire d'enseignante et la petite retraite que je recevais. Je ne me suis jamais plainte, je n'ai rien demandé en retour, juste de l'amour et du respect. « Mon fils, on ne peut pas en parler en personne ? Viens chez moi. » Nous avons pris un café et discuté calmement. « Il n'y a rien à dire, » a-t-il encore crié. « C'est déjà décidé. À partir du mois prochain, quand tu prendras ta retraite, tu en transféreras 90% sur mon compte, compris ? Ou préfères-tu que je vienne m'occuper personnellement de tes finances ? » La menace planait dans l'air comme un nuage toxique. Mon propre fils me menaçait. Tout mon corps tremblait. Une lutte, peut-être des larmes, mais non, je ne lui ferai pas ce plaisir. « Bien, » dit-il d'une voix s'adoucissant un peu. « Je savais que tu comprendrais. Au fond, tu as toujours été raisonnable, maman. »« Oui, je l'ai toujours été. » répondis-je. « Puis-je te demander une seule chose ? » ?»« Quoi ? Comment va Luciana ? Quel traitement suit-elle ? » J'avais besoin d'informations pour confirmer mes soupçons. « Elle suit un traitement expérimental coûteux. Je ne veux pas en parler maintenant. Je vous expliquerai plus tard. » L'hésitation dans sa voix confirma mes premiers soupçons. Quelque chose clochait. « Et Madame Yvonne, vit-elle avec vous maintenant ? » ? « Oui, oui. »« Écoute, maman, je dois y aller. Rendez-vous important, on se parle plus tard. » Et il raccrocha. « Non, je t'aime, non, merci, rien. » Je restais assise là, les yeux fixés sur le téléphone silencieux que je tenais entre mes mains. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage, tombant sur la table en formica blanc que j'avais acheté quand j'ai emménagé dans cet appartement il y a 10 ans. Mais ce n'était pas que des larmes de tristesse, il y avait quelque chose de plus. Une colère grandissante,
un sentiment de trahison si profond qu'il semblait me ronger l'âme. Je me levai lentement, comme si je portais le poids du monde sur mes épaules. Je me dirigeai vers le salon et regardai les photos éparpillées sur les meubles. Gabriel enfant, Gabriel adolescent, Gabriel adulte, sa remise de diplôme, son mariage, les moments que j'ai construits, financés, soutenus, une vie qui lui était dédiée, et c'était. C'est ainsi qu'il m'a remercié. Pas après avoir survécu à une dictature, un mariage interrompu par la mort, des décennies dans une classe précaire, luttant pour offrir une éducation de qualité dans un pays qui ne valorise pas ses enseignants. J'ai repris le téléphone et contacté un contact que je n'avais pas appelé depuis un moment. Carla, quelle agréable surprise. Comment vas-tu, Mauricio? Ai-je dit, la voix plus ferme. J'ai besoin de ton aide, de toute urgence. Bien sûr. Je suis disponible. Que s'est-il passé? J'ai pris une grande inspiration. La décision était prise. Mon fils vient de me menacer. Il veut prendre 90% de ma retraite. Je pense qu'il ment sur la santé de sa femme et de sa belle-mère pour justifier ses actes. Et je suis presque certain que ce n'est pas la première fois qu'il essaie de me tromper. Le silence à l'autre bout du fil a montré que le docteur Mauricio comprenait la gravité de la situation. Lorsqu'il a parlé, sa voix avait le ton professionnel que j'avais besoin d'entendre. Carla, malheureusement, je vois des cas comme celui-ci bien trop souvent. La maltraitance des personnes âgées est bien plus courante qu'on ne le pense, surtout lorsque l'agresseur est un proche. Pouvons-nous la signaler, demander des mesures de protection? Non, ai-je interrompu. Je ne veux pas seulement me protéger, Mauricio. Je veux donner une leçon à mon fils, une leçon qu'il n'oubliera jamais. Que as-tu en tête? J'ai regardé par la fenêtre la ville qui m'a vu naître, grandir, me marier, partir, et maintenant vieillir. Porto Alegre, avec ses orangers. Coucher de soleil sur le fleuve Guaba. Tant de batailles livrées, tant de victoires remportées. Celle-ci n'en serait qu'une de plus. Un cadre avec la photo de première communion de Gabriel. Des yeux innocents, un sourire sincère. Où était ce garçon maintenant? Comment un enfant qui a grandi entouré d'amour a-t-il pu devenir un adulte aussi cruel? La réponse ne vint pas cette nuit-là. C'est à ce moment-là, entre l'obscurité de l'aube et les premiers signes de l'aube, que quelque chose changea en moi. Une voix, peut-être celle de ma défunte mère, me murmura à l'oreille. Le respect ne se demande pas, Carla. Je savais exactement ce qui se passait. L'hésitation dans la voix de Gabriel quand j'évoquais Luciana et Donna Yvonne ne me quittait pas. Mon instinct maternel, celui qui ne faillit jamais, me disait qu'il y avait quelque chose de grave dans cette histoire. Peut-être que Luciana n'était même pas au courant de son projet. Peut-être que Donna Yvonne ne vivait même pas avec eux. J'ai jeté un coup d'œil au calendrier accroché au mur. Ma retraite serait due dans 10 jours. Assez de temps pour commencer à agir. Dès que 7 heures ont sonné, j'ai rappelé le docteur Mauricio. Nous avons convenu de nous retrouver à son cabinet à 9 heures. J'ai pris une longue douche. J'ai opté pour une tenue simple mais élégante, un ensemble pantalon et blazer bleu marine que je portais pour les réunions scolaires, et je suis sortie affronter le premier jour du reste de ma vie. Le cabinet du docteur Mauricio était situé dans le centre historique, dans un de ces vieux bâtiments qui racontent l'histoire de la ville dans chaque recoin. J'ai gravi les 3 étages lentement. L'ascenseur était en maintenance, comme toujours. Sa secrétaire, Donna Elena, m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Carla, ça fait longtemps, comment vas-tu, ma belle ?» J'ai forcé un sourire. « Merci, Elena. Les années passent pour nous tous, n'est-ce pas? Certains sont meilleurs que d'autres, a-t-elle fait avec un clin d'œil. Mauricio te verra bientôt. Veux-tu un café? J'ai accepté le café plus par courtoisie que par nécessité. Quelques minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau du docteur Mauricio, détaillant l'appel de Gabriel et mes soupçons. Puis, conclus-je, je veux faire semblant d'accepter ses exigences. J'aurai l'air fragile, vaincu, mais je veux découvrir ce qui se passe vraiment. Le docteur Mauricio m'observait d'un œil attentif derrière ses lunettes à monture épaisse. Il entrelaçait ses doigts sur le bureau en acajou. « Carla, je comprends ta douleur, mais nous devons agir dans le respect de la loi. Si nous confirmons que Gabriel commet des violences financières à ton encontre, nous pourrons engager des poursuites judiciaires sérieuses. Je ne veux pas seulement des poursuites judiciaires, Mauricio. » Ma voix était plus ferme que prévu. Je veux que justice soit faite. Je veux que mon fils apprenne une leçon qu'il n'oubliera jamais. Il m'a regardé pensivement pendant quelques secondes. Puis il a pris son téléphone et a composé un numéro. « Polo, c'est Mauricio. J'ai un client qui a besoin de vos services. Pouvez-vous venir à mon bureau maintenant? » « Parfait.
Il a raccroché et m'a expliqué que Polo Schneider était un ancien chef de police travaillant désormais comme détective privé. Si nous voulons découvrir ce que manigance Gabriel, Polo est l'homme qu'il vous faut. Polo est arrivé 20 minutes plus tard. Grand, cheveux gris et allure militaire, il avait une présence qui inspirait immédiatement confiance. Après les présentations, le docteur Mauricio a expliqué la situation. Polo écoutait attentivement, prenant quelques notes dans un petit carnet. « Donna Carla », a-t-il dit une fois la conversation terminée. « J'ai vu de nombreux cas comme le vôtre, des enfants qui voient leurs parents âgés comme des coffres-forts ambulants. Mais tu fais ce que peu ont le courage de faire, te lever. » Son ton approbateur me donna du courage. Nous convînmes que Polo commencerait immédiatement à enquêter sur la situation de Gabriel, Luciana et Donna Yvonne. Il utiliserait des techniques discrètes, sans poursuite ni confrontations ostentatoires. En attendant, je suivrai le plan consistant à paraître soumise aux exigences de Gabriel. Le lendemain, Gabriel me rappela. Sa voix était plus calme, presque douce. « Maman, comment vas-tu ? J'ai beaucoup repensé à notre conversation d'hier. J'ai peut-être été un peu dure avec toi. » « Ce n'est rien, mon fils. » répondis-je d'une voix volontairement fragile. « Tu as raison. Je n'ai pas besoin d'autant d'argent. Tu es jeune, tu as des besoins. » Je sentais son soulagement au téléphone. Il s'attendait à une résistance, à une bagarre, peut-être même à une menace de dénonciation. Mon apparente soumission le prit au dépourvu. « Je suis content que tu comprennes, maman. Je te promets que dès que la situation s'améliorera, nous réexaminerons la question. »« Bien sûr, fiston. Quand ta femme ira mieux et que ta belle-mère sera installée, nous en reparlerons. » J'ai marqué une pause stratégique. « Au fait, comment va Luciana ? Tu ne m'as toujours pas dit quel traitement elle suit. » Encore une fois, l'hésitation, et c'est un traitement expérimental contre la fibromyalgie, très cher, non couvert par la mutuelle. Et Madame Yvonne est au premier stade de la maladie d'Alzheimer et a besoin d'une aide-soignante 24H24. J'ai noté mentalement, fibromyalgie et Alzheimer. 2 pathologies à vérifier. Je comprends. J'espère qu'elles iront bientôt mieux. Quand pourrai-je leur rendre visite ? Ce n'est pas le bon moment, maman. Luciana est très sensible. Toute visite la stresse. Et Madame Yvonne est désorientée par les gens qu'elle ne voit pas régulièrement. Encore une excuse bidon. Encore un point à examiner. D'accord, fiston. Je respecte ça. L'argent sera sur ton compte le jour de ma retraite. Merci. Toi, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai raccroché, avec un mélange de nausée et de détermination. C'était révoltant d'entendre ces mensonges éhontés, mais chaque nouveau mensonge était plus convaincant. Des preuves supplémentaires que je pourrais utiliser contre lui à l'avenir. La semaine suivante, Polo avait déjà les premières informations. Nous nous sommes rencontrés au café bergamasque de Canla, suffisamment loin de Porto Alegre pour ne pas courir le risque de croiser Gabriel ou quelqu'un de sa connaissance. « Donna Carla », a dit Paulo en sirotant un café. J'ai déjà fait des découvertes intéressantes. D'abord, Luciana est en parfaite santé. Elle travaille normalement à l'hôpital Mae de Deus, va à la salle de sport 3 fois par semaine et le week-end dernier, elle est allée dans un spa chic avec des amis. Mon cœur s'est emballé. Alors c'était vrai. Gabriel mentait ouvertement sur la santé de sa femme. Et Madame Yvonne ? Elle vit seule dans un appartement à Canoa. Je lui ai rendu visite en me faisant passer pour un chercheur sensoriel. Elle est lucide et active. Il participe à un groupe de personnes âgées à l'église locale. Aucun signe d'Alzheimer ni de troubles cognitifs. Je reposai la tasse de café sur la soucoupe avec plus de force que nécessaire. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Et concernant les finances de Gabriel, avez-vous découvert quelque chose ? Polo baissa la voix. Même si nous étions seuls dans un coin du café, votre fils a de graves problèmes financiers, Madame Carla. Son entreprise croule sous les dettes. Il a hypothéqué sa maison à Gramado, a 3 voitures financées, et voilà qu'il a fait une pause dramatique. J'ai découvert qu'il fréquentait régulièrement un casino clandestin à Caxias do Sul. Gabriel est accro aux jeux d'argent. Comment ai-je pu passer à côté des signes ? Il y a plus, poursuivit Polo. J'ai trouvé des preuves qu'il a falsifié sa signature sur certains documents. J'enquête pour confirmer, mais il semble qu'il ait tenté de contracter un emprunt en utilisant son appartement comme garantie. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une trahison à tous les niveaux. Mon propre fils, prêt à me laisser sans abri pour financer ses addictions et ses mensonges. Que faire maintenant ? Ai-je demandé, la voix tremblante.
On continue de rassembler des preuves, a répondu Polo. Et tu essaies toujours de paraître soumis. Laisse-le croire que tu as gagné. La semaine suivante, j'ai reçu ma pension. Comme promis, j'ai transféré 90% sur le compte de Gabriel. Il m'a appelé le jour même. J'ai reçu le virement, maman. Merci d'avoir tenu parole. Je le fais toujours, mon fils. Tu le sais. Oui, je sais. Écoute, je pense venir déjeuner dimanche. Qu'en penses-tu? La demande en mariage m'a prise par surprise. Était-ce un piège? Une façon de tester si j'étais vraiment résignée, ou simplement de la culpabilité? Bien sûr, fiston. Je te ferai les lasagnes que tu aimes. Dimanche, Gabriel est arrivé seul. Il était bien habillé, sentait bon et souriait. Si je n'avais pas su ce qui se cachait derrière ce sourire, j'aurais fondu d'amour maternel. Nous avons servi les lasagnes et avons discuté. Il m'a parlé de l'amélioration de Luciana et de la façon dont Donna Yvonne s'adaptait à sa nouvelle maison. Chaque mensonge était comme un petit couteau dans mon cœur, mais j'ai gardé le sourire et la posture d'une mère compréhensive. Avant de partir, Gabriel a regardé l'appartement avec un intérêt qu'il n'avait pas montré depuis des années. Maman, cet appartement est trop grand pour toi toute seule. As-tu pensé à déménager dans un endroit plus petit? Pourrais-tu économiser sur les charges de copropriété, la taxe foncière? Il y avait la prochaine étape de son plan. D'abord la retraite, puis la maison. Je ne sais pas, mon fils. J'ai tellement de souvenirs ici. Les souvenirs sont importants, mais le côté pratique l'est tout autant. Réfléchis d'accord? On peut chercher un appartement plus petit, plus adapté à ton âge. Dès son départ, j'ai immédiatement appelé le docteur Mauricio. J'avais hâte d'être à lundi. Il veut ma maison, Mauricio. C'est la prochaine étape. On SY attendate Carla. Ne t'inquiète pas. On a une longueur d'avance sur lui. Dans les semaines qui ont suivi, notre enquête a progressé rapidement. Polo a découvert que Gabriel avait effectivement falsifié ma signature sur un prêt, en utilisant mon appartement comme garantie. Heureusement, la banque avait rejeté la demande en raison d'incohérences dans les documents. Nous avons également découvert que Luciana ignorait les mensonges de son mari sur sa santé, ni ses exigences financières. Elle pensait que je contribuais volontairement aux dépenses du couple. Ma nièce Fernanda, avocate à Canoa, a retrouvé une vieille procuration que Gabriel n'avait jamais révoquée, un document que j'avais complètement oublié. Grâce à cela, nous aurions légalement accès à ses comptes et à ses placements, si besoin était. Pendant ce temps, je continuais à transférer 90% de ma retraite à Gabriel. J'ai commencé à agir comme si j'avais de réelles difficultés financières. J'achetais des marques moins chères au supermarché, refusais des invitations à sortir avec des amis, prétextant que je n'avais pas assez d'argent. J'ai même résilié mon abonnement à la télévision par câble. Gabriel observait tout avec une satisfaction à peine dissimulée. 3 mois passèrent dans cette dynamique. Moi, apparemment soumise et démunie, Gabriel, de plus en plus confiant et insouciant. C'est alors qu'il commit sa plus grosse erreur. Il annonça une grande fête d'anniversaire chez lui à Gramado. Ce sera quelque chose de simple, maman, juste pour nos amis les plus proches et quelques contacts professionnels. Dans le langage de Gabriel, simple signifiait extravagance. Paula Chiesa. Gabriel avait engagé un traiteur de luxe, un groupe de musique connu et des décorations thématiques, tout cela pour impressionner ses contacts professionnels et maintenir une façade de succès. C'était le moment idéal pour notre contre-attaque. La veille de la fête, j'ai rencontré le docteur Mauricio, Polo, Fernanda, et à ma grande surprise, Luciana. Polo l'avait contactée et lui avait révélé certaines de nos découvertes. D'abord incrédule, Luciana a vite été convaincue lorsque nous lui avons présenté les preuves des mensonges de Gabriel, notamment la fausse histoire concernant sa maladie et celle de sa mère. Je n'aurais jamais imaginé, a-t-elle répété, les larmes aux yeux. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Ne te blâme pas, ai-je dit en lui tenant les mains. Gabriel a toujours été doué pour manipuler les gens. Croyez-moi, personne n'est plus déçu que moi ensemble. Nous avons finalisé les détails de notre plan. Ce serait risqué, dramatique, potentiellement dévastateur pour Gabriel, mais nécessaire, non seulement pour récupérer ce qui m'appartenait de droit, mais aussi pour enseigner à mon fils la leçon qu'il devait apprendre. Le soir de la fête, alors que je m'apprêtais à partir, je me suis arrêtée un instant devant le miroir. Je n'ai pas immédiatement reconnu la femme qui me regardait. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage discret mais impeccable, et sa robe bleu marine élégante. Ces derniers mois, je m'étais habituée à l'image de la vieille femme frêle et vaincue que je prétendais être pour Gabriel. Mais ce soir-là, le professeur Carla Oliveira était de retour. « Il est temps »,
dis-je à mon reflet. Aujourd'hui, justice sera rendue. Et je me suis lancée dans la nuit qui allait changer à jamais ma relation avec mon fils. Le trajet jusqu'à Gramado ne m'avait jamais semblé aussi long. Le docteur Mauricio conduisait sa Volvo noire avec la prudence de quelqu'un qui sait qu'il transporte non seulement des passagers, mais aussi le poids d'une inévitable confrontation. À côté de moi, sur la banquette arrière, Polo vérifiait ses papiers pour la 10e fois, classant chaque preuve, chaque élément contre mon fils dans une chemise en cuir marron. « Tout est là, Madame Carla » m'assura-t-il. Gabriel ne peut pas le nier. Je secouai la tête, ressentant un mélange d'émotions contradictoires. Une partie de moi était encore blessée. Après tout, quelle mère voudrait exposer son propre enfant? Mais une autre partie de moi, peut-être plus forte maintenant, aspirait à la justice. Il essaiera de nier, ai-je répondu. Gabriel avait toujours été comme ça, depuis son enfance. Il cassait quelque chose et accusait le vent. Il recevait une mauvaise note et disait que le professeur le taquinait. Cette fois, il n'y aura pas de vent à blâmer, a dit le docteur Mauricio en me jetant un bref coup d'œil dans le rétroviseur. Les preuves sont irréfutables. J'ai fermé les yeux un instant, me remémorant les 3 derniers mois. 3 mois à vivre comme une actrice à temps plein. 3 mois à agir comme une vieille femme fragile et soumise, tandis que chaque fibre de mon être hurlait de révolte. Gabriel a commencé à me traiter avec un mélange de mépris et d'inquiétude feinte. Il appelait chaque semaine pour me demander comment je me débrouillais avec seulement 10% de mes revenus de retraite. Parfois, il débarquait à l'improviste chez moi, m'apportant des provisions de base, comme si je n'avais pas les moyens de m'acheter à manger, et il en profitait pour fouiller dans mes placards et tiroirs, probablement à la recherche d'objets qu'il pourrait convoiter. Lors d'une de ces visites, il remarqua que je portais encore ma vieille bague en perles, un cadeau de mon mari. « Maman, as-tu encore cette bague? Elle doit valoir quelque chose, me dit-il d'un ton feignant. C'est juste un souvenir de ton père, fils. Sentimental. Elle ne vaut pas grand-chose. Si elle ne vaut pas grand-chose, pourquoi ne pas la vendre? Tu pourrais payer quelques factures avec cet argent. » J'ai réprimé l'envie de le confronter sur le champ. Au lieu de cela, j'ai retiré la bague et la lui étendue. Tu as raison. Tu pourrais peut-être me la vendre. Je ne savais pas où aller, ni à qui parler. J'ai vu l'éclat de cupidité dans ses yeux lorsqu'il a empoché ma précieuse bague. Il n'en a plus jamais parlé. La vente ne m'a jamais rapporté d'argent. La bague était probablement maintenant au doigt de Luciana, ou pire, avait été vendue pour payer des dettes de jeu, mais chaque petite trahison était documentée. Polo photographiait secrètement les visites de Gabriel, enregistrait nos conversations, le suivait discrètement. Nous avons découvert qu'il fréquentait le casino clandestin au moins 2 fois par semaine, toujours les mardis et jeudis, lorsqu'il avait soi-disant des réunions de travail qui se prolongeaient tard. Un de ces soirs, Polo l'a suivi au casino et a réussi à le photographier en train de jouer des sommes astronomiques. L'argent, je le savais, provenait en grande partie de ma retraite. Les images montraient mon fils avec un visage transformé par l'addiction, méconnaissable pour la mère qu'il avait élevée. Fernanda, ma nièce, a joué un rôle crucial à cette époque. Grâce à l'ancienne procuration, elle a eu accès au relevé bancaire de Gabriel. Ce que nous avons découvert était choquant. Outre les dettes de jeu, il effectuait régulièrement des virements à une certaine Mélissa qui travaillait comme sa secrétaire. « Tu crois qu'il a une liaison ?» ai-je demandé à Polo lorsqu'il m'a montré les preuves. Toutes les preuves le montrent, Madame Carla. Virements mensuels importants, réservation d'hôtel, achat de bijoux. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Gabriel ne se contentait pas de mentir sur la santé de Luciana et de Madame Yvonne, non seulement il me soutirait de l'argent, mais il trompait aussi sa femme. Pendant ce temps, je maintenais un contact discret avec Luciana. Nos rendez-vous étaient soigneusement planifiés pour que Gabriel ne se doute de rien. Elle venait me voir quand il était au travail, en réalité, au casino ou avec sa maîtresse. Au début, elle refusait de croire les preuves que nous lui présentions. C'était trop douloureux à accepter. C'est peut-être un malentendu, dit-elle, les mains tremblantes, en regardant les photos de Gabriel s'enregistrant dans des hôtels avec une autre femme. Peut-être une cliente, une associée, Luciana, dis-je doucement. Pourquoi un client recevrait-il des virements mensuels depuis son compte personnel? Pourquoi me mentirait-il sur sa santé? Elle pleurait dans mes bras ce jour-là comme une fille perdue. J'éprouvais une immense tendresse pour elle, elle aussi victime des mensonges de Gabriel. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle entre 2 sanglots. Nous continuâmes à rassembler des preuves. Une fois toutes réunies, nous confrontâmes Gabriel une fois pour toutes. L'une des découvertes les plus troublantes fut une visite chez Donna Yvonne, la mère de Luciana. Polo m'avait prévenu qu'elle allait bien, vivant seule dans des canoës, mais j'avais besoin de voir par moi-même.
Je suis arrivée chez elle un mercredi après-midi, alors que je savais que Gabriel serait occupé avec son entreprise. Je me présentais comme une ancienne collègue de sa fille. Donna Yvonne m'accueillit avec la chaleur typique des gauchos, m'offrant un chimarrao, une sorte de chimarrao, tandis que nous discutions sur le porche de sa maison bien entretenue. « Vivez-vous seul ici ?» demandai-je d'un ton détaché. « Oui, depuis le décès de mon mari il y a 8 ans, mais j'aime mon indépendance. Luciana voulait que je déménage à Gramado pour être plus près d'eux, mais je n'en vois pas l'utilité. Je vais bien, Dieu merci. Et vous, comment allez-vous ?» Elle rit. Une voix juvénile qui jurait avec ses cheveux blancs. Mieux que beaucoup de gens de la moitié de mon âge. Je fais de l'aquagym 3 fois par semaine. Je participe à la chorale de l'église, je m'occupe de mon jardin. Le médecin dit que je suis en excellente santé. Mon cœur se serra. Pas d'Alzheimer. Pas besoin d'aide-soignante 24H, 24. Encore un mensonge éhonté de la part de Gabriel. Et Luciana ? Je lui ai demandé comment elle allait. Ma fille a toujours été forte comme un bœuf. Elle travaille trop dur à l'hôpital, voilà tout. Je lui dis toujours de ralentir un peu, de profiter davantage de la vie. Chaque mot de Donna Yvonne était une confirmation supplémentaire du caractère de Gabriel. Tout en sirotant mon chimarrao, je planifiais mentalement la suite des événements. De retour à Porto Alegre, j'ai fait part de mes conclusions au docteur Mauricio et à Polo. Il était temps de saisir officiellement les autorités. Le docteur Mauricio a rédigé une plainte détaillée pour maltraitance envers les personnes âgées, falsification de documents et fraude. Polo avait rassemblé toutes les preuves dans un dossier complet, mais il manquait encore une pièce essentielle. Nous avions besoin d'un accès complet au compte professionnel de Gabriel. Nous le soupçonnions d'utiliser son entreprise pour blanchir de l'argent et dissimuler des actifs. C'est Fernanda qui a eu l'idée qui allait tout changer. « Tante Carla », a-t-elle dit lors d'une de nos réunions stratégiques, « tu te souviens de cette procuration que Gabriel n'a jamais révoquée ? Elle nous donne accès non seulement à ses comptes personnels, mais aussi à ceux de l'entreprise, puisqu'il en est l'unique associé et administrateur. » Les yeux du docteur Mauricio s'écarquillèrent. « Fernanda, vous avez raison. Grâce à cette procuration, nous pouvons non seulement surveiller, mais potentiellement prendre le contrôle légal des actifs de Gabriel. » Prendre le contrôle ? Répétai-je, sans bien comprendre. Oui, expliqua Fernanda. Légalement, avec cette procuration, on pouvait transférer des actions de l'entreprise à notre nom, changer la propriété des actifs et changer les mots de passe bancaires, le tout dans le respect de la loi. Un plan audacieux commençait à germer dans nos esprits. Nous allions non seulement rassembler des preuves contre Gabriel, mais aussi le dépouiller de tout l'empire financier qu'il avait bâti, en grande partie grâce à mon argent et à mon soutien au fil des ans. Dans les semaines qui ont suivi, Fernanda a travaillé sans relâche sur les aspects juridiques du projet. Le docteur Mauricio a activé des contacts au sein du système judiciaire pour s'assurer que nous disposions du soutien nécessaire au moment de la confrontation. Polo a continué sa surveillance, documentant le moindre mouvement suspect de Gabriel. Et j'ai continué mon rôle de mère soumise et démunie. Lors d'une de ses visites, Gabriel a mentionné avec désinvolture « Maman, je me disais qu'il serait peut-être temps de vendre cet appartement. Il est trop grand pour toi toute seule, et l'argent de la vente aiderait à payer les dépenses de Luciana et Donna Yvonne. » J'ai fait semblant d'y réfléchir, voyant une lueur d'avidité dans ses yeux. Il comptait déjà sur l'argent de la vente de ma maison. Je ne sais pas, mon fils. J'ai tellement de souvenirs ici. Les souvenirs ne paient pas les factures, maman. Sois pragmatique. On pourrait chercher un appartement plus petit, plus adapté à ton âge ? J'ai accepté à contre-cœur, alimentant son faux sentiment de victoire. Il était loin de se douter que chaque mot qu'il prononçait constituait une preuve supplémentaire contre lui. Les préparatifs de la grande confrontation s'accélérèrent lorsque Gabriel annonça sa fête d'anniversaire à Gramado. Ce serait le cadre idéal. Tous ses contacts professionnels étaient réunis, Luciana à ses côtés, véritable figure d'homme d'affaires prospère et de mari dévoué. 2 jours avant la fête, nous avons eu notre dernière réunion de planification. Le docteur Mauricio, Polo, Fernanda, Luciana et moi nous sommes retrouvés chez l'avocat pour examiner chaque détail du plan. Les huissiers seront là, confirma le docteur Mauricio. J'ai un ami juge qui m'a garanti que l'ordonnance de perquisition et de saisie serait émise à temps. Et les virements bancaires ? Demandai-je à Fernanda. Tout est prêt, ma tante. Dès que nous donnerons le signal, nous effectuerons les virements. Légalement, il ne peut pas le contester grâce à la procuration. Luciana semblait la plus nerveuse d'entre nous. Je pris ses mains dans les miennes. Êtes-vous sûr de vouloir participer à tout ça ? Demandai Dausmant. Ce serait compréhensible que tu préfères rester en dehors de ça.
Elle essuya une larme tenace et redressa les épaules. J'ai besoin d'être là. Pas seulement pour vous, Madame Carla, mais pour moi-même. J'ai besoin de le regarder dans les yeux quand la vérité éclatera. La veille de la fête, je n'arrivais pas à dormir. J'ai passé la nuit à me retourner et à repenser à tout ce que j'avais découvert ces derniers mois. Les mensonges, les trahisons, la cruauté calculée de mon propre fils. Comment en étions-nous arrivés là? Ou avais-je fait une erreur en l'élevant? Peut-être avais-je été trop permissive après la mort de son père. Peut-être avais-je compensé son absence par des cadeaux matériels, lui apprenant sans le vouloir que l'amour se mesurait en dollars. Ou peut-être n'était-ce pas ma faute. Peut-être que Gabriel avait simplement choisi une voie sombre que je ne pouvais empêcher. Quoi qu'il en soit, il était trop tard pour de telles réflexions. Le mal était fait. Il ne restait plus qu'à faire en sorte qu'il assume les conséquences de ses choix. Le matin de la fête, je me suis préparée avec un soin particulier. J'ai choisi une robe bleu marine, élégante mais sobre. Rien de tapax en grave-l'œil, rien qui ne présageait le drame à venir. J'ai fait coiffer mes cheveux gris au salon. J'ai appliqué un maquillage léger pour camoufler les cernes sous mes yeux dus aux nuits blanches. En me regardant dans le miroir, j'ai vu non seulement Carla Oliveira, la mère trahie, mais aussi l'enseignante que j'avais été pendant 3 décennies, la femme qui affrontait une classe remplie d'adolescents difficiles, qui avait survécu à la perte prématurée de son mari, qui avait élevé seule un fils en période de pénurie, une femme forte qui, pendant quelques mois, avait feint d'être faible pour une cause plus noble. Il est temps, ai-je dit à mon reflet. Aujourd'hui, justice sera rendue. Le docteur Mauricio est venu me chercher à 18h précises. Polo était déjà dans la voiture, examinant les documents une dernière fois. Fernanda nous retrouverait directement à Gramado, accompagnée des fonctionnaires du tribunal. Luciana, quant à elle, serait déjà à la fête, jouant son rôle d'épouse dévouée jusqu'au moment opportun. Pendant le trajet jusqu'à Gramado, je suis restée silencieuse, observant le paysage par la fenêtre. Les lumières de la ville s'éteignaient, laissant place aux courbes sinueuses de la Saragossa. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange contrastant avec le vert intense des araucarias. « Êtes-vous nerveux » demanda le docteur Mauricio, rompant le silence. « Étrangement, non, » répondis-je. Je ressens un calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois, comme si j'avais enfin fait ce qu'il fallait. Polo sourit depuis le siège passager. « Vous êtes une femme courageuse, Madame Carla. Peu de gens auraient la force de faire ce que vous faites. » Nous arrivâmes à Gramado, juste au moment où les premières étoiles parsemaient déjà le ciel. La maison de Gabriel était illuminée comme un bateau de croisière dans l'obscurité, avec des lumières colorées dans le jardin et de la musique forte qui s'échappait par les fenêtres ouvertes. Des voitures de luxe bordaient l'allée. Preuve du genre de client que mon fils affectionne, le docteur Mauricio se gara discrètement à distance. Fernanda nous attendait déjà au coin de la rue, accompagnée de 2 fonctionnaires de justice en civil. Nous ne voulions pas attirer l'attention trop tôt. Ma tante, me serra-t-elle dans ses bras. Tout est prêt. Les documents ont été signés par le juge il y a 1 heure. Nous avons l'autorisation de procéder. J'ai pris une grande inspiration, sentant l'air frais de la montagne emplir mes poumons. C'était un air différent de celui de Porto Alegre, plus pur, plus pur. Ironique qu'une confrontation aussi douloureuse ait lieu au milieu d'une telle beauté naturelle. Allons-y, ai-je dit en ajustant mon châle sur mes épaules. Je ne veux pas rater la fête de mon fils. Notre petit groupe s'est donc dirigé vers la maison illuminée, portant non pas des cadeaux d'anniversaire, mais le poids de la vérité qui allait éclater. Nous sommes entrés par la porte principale, sans annoncer notre arrivée. L'agent de sécurité engagé pour la fête a tenté de nous en empêcher, mais le docteur Mauricio a discrètement montré les documents officiels, et l'homme s'est retiré, confus. Une musique forte étouffait nos pas tandis que nous avancions dans le couloir décoré de photos de Gabriel lors de moments de soi-disant réussite. Investiture, remise de diplôme, voyage. Un récit visuel soigneusement construit pour cacher la vérité sordide derrière la façade. La salle principale était bondée. J'ai reconnu des visages du monde des affaires de Porto Alegre, des politiciens locaux, des personnalités influentes de la société du Rio Grande do Sul, tous levant leur verre en l'honneur du fêté, inconscients du spectacle auquel il assistait. Gabriel évoluait parmi les invités avec un sourire éclatant, vêtu d'un costume qui, je le savais, m'avait coûté plus de 3 mois de ma retraite. À côté de lui, Luciana souriait machinalement, jouant son rôle d'épouse parfaite, tandis que son regard trahissait la connaissance de ce qui allait se passer. L'espace d'un instant, j'ai simplement observé mon fils unique, au sommet de son faux empire. C'était comme assister à une pièce de théâtre dont seuls quelques-uns connaissaient le véritable texte. Une pointe de tristesse m'a transpercé la poitrine. Comment en étions-nous arrivés là?
À quel moment avais-je perdu ce garçon aux yeux brillants, qui rêvait de devenir astronaute? Gabriel nous a finalement remarqués. Je l'ai vu pâlir brièvement avant qu'il ne reprenne contenance et ne s'approche de nous, arborant toujours son sourire accueillant. « Maman, quelle merveilleuse surprise !» s'est-il exclamé en me serrant dans ses bras avec une fausse effusion. Puis il réalisa qui m'accompagnait. « Docteur Mauricio, Monsieur Polo, que faites-vous ici? » « Nous sommes venus vous apporter votre cadeau d'anniversaire, Gabriel, » répondis-je calmement. Son regard oscillait entre nous, essayant d'évaluer la situation. « Tu n'avais pas besoin de t'embêter, maman. Je sais que tu as fait des économies. » L'ironie dans sa voix était comme du sel sur une plaie ouverte. 3 mois d'humiliation se condensèrent en cette phrase apparemment innocente. Ce n'était pas du tout un problème, mon fils. Au contraire, ce fut un plaisir de te préparer ce cadeau spécial. La méfiance commença à se glisser dans son regard. Gabriel avait toujours été intuitif, un trait qu'il avait utilisé toute sa vie pour manipuler les gens. À cet instant, son instinct me tira la sonnette d'alarme. « Pourquoi ne pas parler en privé ?» suggéra-t-il, essayant de nous éloigner des invités. « Au bureau, ce ne sera peut-être pas nécessaire. » Je répondis, « Ce que j'ai à te donner est mieux partagé ici, devant tous ceux que tu as invités à célébrer ta réussite. » J'ai fait signe à Fernanda, qui a discrètement fait signe aux huissiers stratégiquement positionnés dans la salle. Au même instant, la musique s'est éteinte. C'était Polo qui avait parlé au DJ quelques instants plus tôt. Le silence progressif a attiré l'attention des invités. Les conversations ont cessé, les verres se sont arrêtés à mi-hauteur. Tous les regards se sont tournés vers notre petit groupe au centre de la salle. Luciana s'est approchée, se positionnant non pas à côté de Gabriel, mais à côté de nous. Un mouvement qui n'a pas échappé à mon fils. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-il demandé d'une voix plus basse, plus menaçante. Le docteur Mauricio s'est avancé, tenant un dossier de documents. « Monsieur Gabriel Oliveira, nous sommes ici pour remettre officiellement ces convocations et ordonnances judiciaires relatives à des délits de maltraitance envers les personnes âgées, de falsification de documents, de fraude et d'évasion fiscale. » Un murmure a parcouru la salle. J'ai vu certains invités échanger des regards nerveux, d'autres consulter discrètement leur téléphone, cherchant peut-être une excuse pour partir. Gabriel s'est forcé à rire. Il doit y avoir une erreur. C'est quoi cette blague? Ce n'en est pas une, fiston, ai-je répondu d'une voix plus ferme que jamais avec lui. Depuis 3 mois, tu exiges 90% de ma pension, prétextant les besoins médicaux inexistants de ta femme et de ta belle-mère. C'est absurde? A-t-il protesté en regardant autour de lui, cherchant du soutien auprès des visages désormais curieux. Ma mère est perdue. Elle a des problèmes de mémoire. J'ai des problèmes de mémoire, Gabriel? Ai-je demandé en haussant un sourcil. Où pensais-tu que j'en aurais quand tu as commencé à imiter ma signature sur des prêts en utilisant mon appartement comme garantie? Son visage pâlit visiblement. Les huissiers se rapprochèrent, formant un demi-cercle autour de nous. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-il balbutié. Luciana, parle-lui de ton traitement, de ta mère. Luciana fit un pas en avant. Dans ses yeux, je lus non seulement de la colère, mais aussi une profonde déception. Quel traitement, Gabriel? Je suis en parfaite santé. Ma mère aussi. Elle ne vit même pas avec nous. Elle vit seule dans des canoës, comme tu le sais bien. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Les invités commencèrent à reculer discrètement, sentant qu'ils étaient témoins de quelque chose d'inattendu. Es-tu de son côté? Accusa Gabriel en désignant Luciana. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que tu as fait pour moi? Répéta Luciana, l'incrédulité dans la voix. Comment as-tu pu mentir sur ma santé pour extorquer de l'argent à ta propre mère? Ou peut-être faisait-elle allusion au cadeau qu'elle avait acheté à sa secrétaire avec l'argent qui aurait dû payer nos factures? Un autre murmure parcourut la pièce. Gabriel regarda autour de lui avec désespoir, tel un animal acculé. C'est un complot, déclara-t-il en me désignant. Elle avait toujours été jalouse de ma réussite, avait toujours voulu me contrôler. C'était pathétique de voir son désespoir. Le fils qui s'était toujours vanté de son intelligence réduit à des accusations puériles. Rasite, demandaie d'ausmant. Quel succès, Gabriel? L'entreprise qui croule sous les dettes, les voitures financées que tu peux à peine te permettre, ou peut-être l'argent que tu perds chaque semaine au casino de Caxia. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Comment le sais-tu? Ce lapsus était révélateur. Plusieurs invités eurent le souffle coupé, et je vis l'un des associés de Gabriel murmurer quelque chose à sa femme avant de se diriger discrètement vers la sortie. L'heure du coup de grâce était arrivée. Je fis signe à Fernanda,
qui s'avança avec une autre mallette. « Gabriel », dit-elle d'une voix professionnelle et ferme. « En tant que représentante légale de Madame Carla Oliveira, je t'informe par la présente qu'en vertu de la procuration que tu as signée et jamais révoquée, ta mère a pris légalement le contrôle de 70% des actions de ton entreprise, ainsi que la propriété de ce bien où nous sommes. » Gabriel tituba, comme s'il avait reçu un coup de poing. « Impossible. Cette procuration n'avait pour but que de faciliter tes affaires lors de tes déplacements, ajoutai-je. Je m'en souviens, mon fils. Je n'imaginais pas qu'un jour j'aurais besoin de m'en servir pour me protéger de toi. » Les huissiers s'avancèrent et remirent officiellement les documents à Gabriel, qui les reçut d'une main tremblante. Cette résidence, continua Fernanda, achetée en grande partie grâce à la retraite de Donna Carla et à des prêts garantis par son appartement, lui appartient désormais légalement, tout comme la plupart des actions de sa société. C'est à ce moment-là que je réalisai que les invités formaient un cercle virtuel autour de nous, observant la scène avec un mélange d'horreur et de fascination, le public idéal pour l'humiliation que Gabriel avait tant redoutée et qu'il subissait maintenant chez lui, à sa propre fête. « Est-ce un vol » cria-t-il, désespéré. « Je vais tous vous poursuivre en justice. » Le docteur Mauricio sourit légèrement. « Je vous conseille de consulter votre avocat avant de proférer des menaces, monsieur Oliveira. Tout a été fait dans la plus stricte légalité. Ta mère a simplement exercé des droits que tu lui as accordés. » Gabriel se tourna vers moi, le visage marqué par la colère et l'incrédulité. « Pourquoi, maman ? Pourquoi me faire ça devant tout le monde ?» La question resta en suspens quelques secondes. Tout le monde attendait ma réponse. Même les fonctionnaires du tribunal semblaient curieux de savoir ce que j'allais dire. « Pourquoi avais-tu besoin d'apprendre, Gabriel ?» Répondit calmement. « Apprendre qu'on ne peut pas bâtir le bonheur sur la misère des autres. On ne peut pas s'enrichir en volant ceux qui t'ont donné la vie. Je n'ai pas volé. » Il protesta faiblement. « Demander une retraite n'est pas une aide, Gabriel, c'est de l'extorsion. Et mentir sur la santé de ta femme et de ta belle-mère pour justifier ça. Utiliser mon appartement comme garantie à mon insu. Ça a un nom, et ce n'est pas demander de l'aide. » C'est alors que Luciana porta le coup de grâce en s'approchant de Gabriel. Elle le fixa un instant, puis lui jeta une coupe de champagne au visage. Le liquide doré dégoulina sur son costume coûteux, tachant sa chemise blanche. « C'est pour tous ces mensonges, » dit-elle d'une voix tremblante d'émotion, « pour m'avoir utilisé comme excuse pour voler ta propre mère, pour m'avoir trompé avec ta secrétaire tout en prétendant être un mari dévoué. » Les invités haltèrent collectivement. Ce n'était pas le genre de réception sociale à laquelle ils étaient habitués sur la pelouse. Gabriel, trempé et humilié, finit par craquer. Il tomba à genoux au milieu de la pièce, sanglotant comme un enfant. « S'il te plaît, mère, » supplia-t-il en larmes. « Ne me fais pas ça. » Ce fut un moment de faiblesse. J'étais désespéré. Je m'approchai lentement de lui, sentant tous les regards braqués sur moi. L'espace d'un instant, je revis le garçon qu'il était autrefois, vulnérable, effrayé, en quête de conseils. Mais ce garçon s'était transformé en l'homme agenouillé devant moi, un homme qui avait choisi la voie du mensonge et de la trahison. « La différence entre nous, fiston, » dit-il doucement, mais de manière audible pour tous. « C'est que tu voulais me prendre 90% de mes revenus pour des dépenses frivoles et des jeux d'argent. Je t'ai pris 100% pour te donner une leçon. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Même le souffle des personnes présentes semblait s'être arrêté. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda Gabriel, toujours agenouillé. « Maintenant, » répondis-je, « les invités partent. La fête est terminée, et tu as deux choix. Faire face aux accusations criminelles qui te mèneront probablement en prison, ou accepter ma proposition alternative. » « Quelle proposition » demanda-t-il rapidement, s'accrochant à l'espoir comme un naufragé, à une épave. Travailler honnêtement pour reconstruire sa vie et réparer les dégâts qu'il avait causés. Les huissiers commencèrent à faire sortir doucement les invités. La fête d'anniversaire de Gabriel Oliveira était officiellement terminée, mais pas comme prévu. Lorsque le dernier invité partit, il ne restait plus que nous. Gabriel, Luciana, le docteur Mauricio, Polo et Fernanda, dans la salle désormais silencieuse, entourée des vestiges de la fête interrompue. Des verres à moitié pleins, des assiettes pleines, des décorations qui semblaient absurdement festives pour ce moment sombre. « Quelle est ta proposition exactement » demanda Gabriel en se relevant enfin, mais en gardant les épaules voûtées, vaincu. Je regardais cet homme. Mon fils, ma chair et mon sang, et ressentis un mélange de tristesse et de détermination. À partir de demain, tu n'es plus le PDG de ton entreprise,
tu n'es plus le propriétaire de cette maison, tu n'as plus accès aux comptes que tu as utilisés pour financer tes addictions et tes mensonges. Il ferma les yeux comme si chaque mot était une blessure par arme blanche. Cependant, j'ai continué, je suis prêt à abandonner les poursuites pénales si tu acceptes de travailler sincèrement pour reconstruire ta vie honnêtement. Travailler comment ? Demanda-t-il d'une voix à peine audible. Comme concierge, répondis-je, dans le bâtiment commercial de la rue Andrada, qui fait maintenant partie de la fondation que je suis en train de créer pour aider les personnes âgées victimes de violences conjugales. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. Comme concierge. Moi, mais j'ai un master en administration des affaires, de l'expérience en tant que cadre, et tu as utilisé tout ça pourquoi ? Pour extorquer de l'argent à une femme âgée, pour mentir, voler, tricher ? Ton diplôme ne t'a pas empêché de devenir un criminel, Gabriel. Peut-être un travail. Un homme honnête, aussi simple soit-il, peut l'aider à retrouver le chemin de la descendance. Luciana, qui avait observé la scène en silence, s'avança. Et nous, notre mariage ? Je la regardais avec compassion. J'étais aussi une victime dans toute cette histoire. C'est entre vous deux, répondis-je. Mais si tu décides de rester avec lui, sache qu'il n'aura rien de matériel à offrir avant longtemps. Gabriel regarda sa femme, une supplication silencieuse dans les yeux. Elle soutint son regard un instant, puis secoua la tête. J'ai besoin de temps, Gabriel. Du temps pour digérer tous ces mensonges, toutes ces trahisons. Il hocha lentement la tête, semblant vieillir de 10 ans ce soir-là. Et où vais-je vivre ? Demanda-t-elle en parcourant du regard la maison qu'elle considérait comme la sienne quelques minutes auparavant. Ce fut Polo qui répondit, à la surprise générale. J'ai parlé à Donna Yvonne. Elle a une chambre à l'arrière de sa maison qu'elle est prête à louer à un prix abordable. Ironique, n'est-ce pas ? Votre ex-femme vous propose de l'héberger alors que vous prétendiez vous occuper d'elle. Un dernier coup porté à l'ego déjà brisé de Gabriel. Il se sentait tout simplement trop abattu pour protester. Alors que nous nous apprêtions à partir, Gabriel posa une dernière question. Pourquoi, maman ? Pourquoi ne pas me dénoncer ? Pourquoi tout ce drame ? Je m'arrêtai à la porte et me tournai vers lui une dernière fois ce soir-là. Parce que tu avais besoin de ressentir, Gabriel, de ressentir ce que c'est que de se voir tout confisqué par quelqu'un en qui tu avais confiance, de ressentir l'humiliation publique que tu m'avais préparée en me plaçant dans un petit appartement adapté à mon âge. Certaines leçons doivent être vécues pour être vraiment apprises. Et sur ces mots, j'ai quitté la maison qui m'appartenait désormais, laissant mon fils affronter les conséquences de ses choix, seul dans le décor dévasté de ce qui aurait dû être sa nuit de gloire. 6 mois s'étaient écoulés depuis la soirée. Le rude hiver du Rio Grande do Sul était arrivé, transformant la pelouse en un décor de carte postale avec ses illuminations de Noël, alors que nous n'étions que juillet. Assis dans mon appartement de Porto Alegre, je regardais la pluie fine tomber sur la ville en attendant le coup de fil qui confirmerait mon arrivée à l'immeuble de bureau de la rue Ados Andrada. Le téléphone a sonné à 9 heures précises. Madame Carla, ici Marisa de l'administration, je confirme que tout est prêt pour votre visite cet après-midi. Merci, Marisa. Je serai là à 14 heures. J'ai raccroché et continué à regarder la pluie. Beaucoup de choses avaient changé au cours de ces 6 mois. La fondation Novo Amance, que j'avais créée avec les biens récupérés auprès de Gabriel, aidait déjà des dizaines de personnes âgées victimes de violences financières. Nous utilisions la maison de Gramado comme siège d'une maison de retraite, et les bénéfices de l'entreprise, désormais dirigée par des professionnels compétents et honnêtes, finançaient une assistance juridique gratuite pour les personnes âgées vulnérables. Quant à Gabriel, il respectait scrupuleusement les termes de notre accord. Il travaillait comme agent d'entretien dans l'immeuble de bureau, 6 jours par semaine, et vivait dans la petite chambre à l'arrière de la maison de Donna Yvonne à Canoa. Son salaire était modeste, juste suffisant pour ses besoins essentiels et pour payer le loyer de son ex-belle-mère. Luciana avait demandé le divorce 2 semaines après la fête. Aux dernières nouvelles, elle fréquentait un médecin de l'hôpital où elle travaillait et semblait heureuse, enfin libérée des mensonges de Gabriel. Nous gardions contact de temps en temps. Nous déjeunions ensemble 1 fois par mois, comme si le lien noué lors de notre complot avait donné naissance à une amitié improbable mais sincère. Je me suis habillée avec soin pour ma visite, non par vanité, mais parce que cette rencontre revêtait une signification particulière. Ce serait la première fois que je reverrais Gabriel en personne depuis la soirée. Nous n'avions communiqué que par des intermédiaires, des avocats, des administrateurs et des travailleurs sociaux qui suivaient son dossier. Le docteur Mauricio a insisté pour m'accompagner. On ne sait pas comment il réagira en te voyant, Carla, a-t-il argumenté en venant me chercher. Mieux vaut être accompagné, au cas où. J'ai hoché la tête, même si je n'avais pas peur. Le Gabriel que je craignais, manipulateur, calculateur, cruel,
semblait avoir été remplacé par quelqu'un de plus humilié que dangereux, d'après ce que j'avais entendu. Le bâtiment de la rue Andrada était l'un des plus anciens du centre historique de Porto Alegre. Nous avions restauré la façade art déco, préservant son charme d'origine tout en modernisant l'intérieur. Il abritait désormais des cabinets d'avocats spécialisés en droit des personnes âgées, des cabinets médicaux accessibles aux seniors et un centre de signalement des abus financiers. Un projet dont j'étais profondément fière. Marisa nous accueillit dans le hall avec son sourire efficace. Madame Carla, Dr. Mauricio, bienvenue. Gabriel travaille au 3e étage. Dois-je vous appeler? Non, merci. Nous irons là-haut. Le vieil ascenseur montait lentement, émettant ce grincement caractéristique qui me rappelait les bâtiments où j'ai enseigné pendant des décennies. Lorsque les portes s'ouvrirent au 3e étage, je vis immédiatement Gabriel au bout du couloir. Il poussait un chariot de ménage, vêtu d'un simple uniforme gris, avec le nom de la fondation discrètement brodé sur la poche. Il ne me remarqua pas au début, concentré sur son travail. Je l'observai un instant. Ses cheveux, autrefois impeccablement coupés dans des salons de luxe, étaient maintenant plus longs et manquaient de style. Son visage était plus fin, avec une barbe de 3 jours qu'il n'aurait jamais supportée à l'époque où il était cadre. Lorsqu'il leva enfin les yeux et me vit, il s'arrêta net comme s'il avait vu un fantôme. Le seau qu'il tenait lui glissa presque des mains. « Maman », dit-il simplement, d'une voix dénuée de l'arrogance qu'il avait autrefois caractérisée. « Bonjour, Gabriel », répondis-je en m'approchant de lui, le docteur Mauricio à quelques pas. « Comment allez-vous » Il parut perplexe face à la question, comme s'il ne s'attendait pas à une telle cordialité. « Je survis », répondit-il finalement en détournant le regard vers le sol fraîchement ciré. « Le travail est fatigant, mais honnête. » Le mot « honnête » flottait entre nous, chargé de sens. « On peut parler un peu » demandai-je. « Il y a une salle de réunion libre là-bas. » Je lui désignai une porte proche. Il hésita, jetant un coup d'œil à l'horloge murale. « J'ai encore 3 chambres à nettoyer avant la pause. »« Ce n'est pas grave » intervint le docteur Mauricio. « J'ai déjà parlé au superviseur. Vous êtes libre aussi longtemps que nécessaire. » Gabriel acquiesça d'un air résigné et nous suivit dans la salle de réunion. C'était un espace simple mais chaleureux, avec une table ovale en bois et des chaises rembourrées. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques instants. « J'aimerais parler seul à seul avec mon fils, Mauricio », a-t-il finalement dit. L'avocat m'a lancé un regard inquiet. « Tu es sûr, Carla ?» Absolument. Il s'est levé à contre-cœur. « Je serai dehors si tu as besoin de moi. » Lorsque la porte s'est refermée, il ne restait plus que Gabriel et moi, mère et fils, séparés par des mois de distance et des années de souffrance accumulées. « Pourquoi es-tu venu » a-t-il demandé, brisant le silence, les yeux rivés sur la table. « Je voulais voir comment tu vas vraiment, pas seulement les rapports que je reçois. » Il a ri sans humour. « Et comment crois-tu que je nettoie des toilettes après avoir dirigé une entreprise, que je vis dans une petite chambre après avoir possédé une villa à Gramado, seul après avoir perdu ma femme, mes amis, mon statut ? Je vis un rêve, maman. » L'amertume dans sa voix était palpable, mais il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas à moi que je m'en attendais, mais plutôt à lui-même. « Tu avais d'autres options, Gabriel. Tu aurais pu être poursuivi au pénal. Parfois, je me dis que ça aurait été plus facile, » admit-il en passant ses mains sur son visage fatigué. « Quelques années de prison, puis tout recommencer. On dirait une peine sans fin. »« Ce n'est pas sans fin, » répondis-je calmement. « C'est à toi de voir combien de temps ça dure. » Son regard croisa enfin le mien, une étincelle de curiosité remplaçant brièvement l'apathie. « Que veux-tu dire ?» J'ouvris mon sac et en sortis un dossier que je posai sur la table entre nous. « J'ai suivi tes progrès, Gabriel. Je sais que tu n'as pas manqué un seul jour de travail. Je sais que tu as été respectueux envers tout le monde. Je sais que tu as suivi les séances de thérapie que nous avions fixées comme condition. » Il haussa les épaules. « Je n'ai pas vraiment le choix. On a toujours le choix, fiston. Tu aurais pu te rebeller, saboter, abandonner, mais tu ne l'as pas fait. » J'ouvris le dossier, révélant un contrat et un trousseau de clés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, perplexe. « Une opportunité » répondis-je. « La fondation ouvre une nouvelle résidence pour personnes âgées à Canoa. Nous avons besoin d'un administrateur, quelqu'un avec une formation dans le domaine, mais aussi une connaissance approfondie du problème des violences contre les biens. » Il me fixa, incrédule. « Vous me proposez un poste administratif ? Après tout, je vous offre une chance de reconstruire. Gabriel ne sera pas PDG. Vous n'aurez pas de contrôle financier,
et votre salaire sera modeste au début. Mais c'est un travail qui met vos compétences à profit, quelque chose qui peut, d'une certaine manière, compenser le mal que vous avez fait. Il jeta un coup d'œil hésitant au contrat, comme s'il craignait un piège, ainsi qu'aux clés d'un petit appartement près de la résidence. Rien de luxueux, mais mieux que la chambre qu'il occupe actuellement. Une partie de votre salaire sera déduite du loyer, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose par vous-même. Gabriel resta silencieux un long moment, absorbé par la proposition. Lorsqu'il parla, sa voix était étranglée. Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça pour moi ? Après ce que je t'ai fait, c'était la question que j'attendais, celle à laquelle je m'étais préparée pendant tout le voyage. Parce que je suis ta mère, Gabriel. Et contrairement à toi à l'époque, je ne veux pas détruire, je veux reconstruire. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il essaya de retenir. Sans succès. Je ne mérite pas ça, murmura-t-il. Peut-être pas. J'acquiesçai. Mais ce n'est pas une question de ce que tu mérites qui compte. C'est une question de ce que je choisis de donner. Et si j'échoue ? Si tu rates cette chance, tu seras de nouveau sur le chariot de ménage où tu subiras des conséquences juridiques qui ne seront que suspendues, pas annulées. C'est ta seule chance, Gabriel. Il n'y en aura pas d'autre. Il hocha lentement la tête, comprenant la gravité de la situation. Quand commencerait-il ? Dans 2 semaines. Le temps de former son remplaçant et de s'installer dans le nouvel appartement. Gabriel regarda ses mains. Des mains qui avaient autrefois signé des contrats de plusieurs millions de dollars et qui étaient maintenant calleuses à force de travail manuel, des mains qui avaient volé sa propre mère et qui pouvaient maintenant, peut-être, commencer à rendre à la société. J'accepte, dit-il finalement. Et merci. Ce n'étaient pas des excuses, pas encore, mais un début, une reconnaissance de la valeur de l'opportunité offerte. Nous avons signé le contrat sur le champ, le docteur Mauricio étant de retour comme témoin. Gabriel avait l'air d'un curieux mélange de soulagement et d'appréhension, comme quelqu'un à qui on a donné une bouée de sauvetage au milieu de l'océan, mais qui a encore un long chemin à parcourir pour atteindre le rivage. Lorsque nous nous sommes dit au revoir dans le couloir, il a hésité comme s'il voulait ajouter quelque chose. Finalement, il a rassemblé son courage. Visiterez-vous le centre de canoa lorsqu'il sera opérationnel ? La question était plus lourde que ces mots. C'était une demande de présence, de continuité, peut-être même de réconciliation. Je viendrai, promis-je. C'est un projet important pour la Fondation. Il hocha la tête, comprenant que je maintenais délibérément une distance émotionnelle. La confiance, autrefois si profondément brisée, prendrait du temps, beaucoup de temps, à se reconstruire, si jamais elle se rétablissait. Cette conversation remontait à exactement 1 an. Aujourd'hui, j'observe Gabriel de loin, alors qu'il coordonne une activité avec un groupe de personnes âgées au centre canoa. Il est mince, mais en pleine forme, plus que sous l'effet du stress. Son visage a perdu la dureté que la cupidité lui avait infligée, remplacée par une expression plus sereine et plus authentique. Le centre, sous sa direction, est devenu l'un des plus prospères de la Fondation. Non pas parce qu'il a renoué avec ses activités commerciales dynamiques, mais parce qu'il a trouvé une vocation inattendue dans le travail auprès des personnes âgées. Peut-être par culpabilité, peut-être par rédemption, peut-être un mélange des deux. Gabriel se consacre entièrement au bien-être de ceux qu'il ne voyait auparavant que comme des cibles potentielles. Luciana a épousé le médecin et attend son premier enfant. Elle m'a invité à être sa grand-mère, un geste qui m'a profondément touchée. Gabriel a appris l'invitation et, à ma surprise, m'a encouragé à accepter. Tu seras une grand-mère formidable, m'a-t-il dit lors d'une de nos rares conversations téléphoniques. Meilleure que je ne l'étais en tant que fils. Aujourd'hui, cependant, ma visite au centre a un but précis. Dans mon sac, je porte une petite trousse en velours. J'attends que l'activité se termine et que les personnes âgées se dispersent pour le thé avant d'approcher Gabriel. Maman, dit-il, surpris de me voir là sans prévenir. Il s'est passé quelque chose. Rien, répondis-je. J'ai juste apporté quelque chose pour toi. Je lui tends la trousse. Il l'ouvre avec précaution, révélant la bague en perles ancienne que mon mari m'avait offerte. La même que Gabriel avait emportée pour la vendre à l'époque où je feignais ma soumission. Comment l'as-tu récupérée ? Demande-t-il, visiblement ému. Polo l'a trouvée chez le prêteur sur gage où tu l'avais laissée. J'ai payé pour la récupérer. Ah, Gabriel tient la bague comme si c'était un objet sacré. Ses mains tremblent légèrement. J'allais utiliser l'argent pour rembourser une dette de jeu, confesse-t-il. La honte transparaît dans sa voix. Mais à la dernière minute, je n'ai pas pu. Je l'ai laissée en garantie d'un prêt, en promettant de revenir la récupérer. Je ne l'ai jamais fait. Je le sais, répondis-je.
Le prêteur sur gage m'a dit que tu avais pleuré en laissant la bague là. Il a dit que tu avais promis de la rendre, que c'était un héritage familial. Gabriel baisse la tête, les larmes ruisselant sur son visage. C'était la dernière limite que je ne pouvais pas franchir, murmure-t-il. Vendre le dernier souvenir de mon père. C'est pour ça que je te l'ai rapporté, dis-je, le surprenant. Pas pour moi, mais pour que tu le gardes. Pour moi, oui, comme un rappel de l'homme qui était ton père, honnête, travailleur, dévoué, et de l'homme que tu peux redevenir si tu continues sur la voie que tu as choisie. Gabriel referme la bague. Sa main repose sur l'anneau, comme s'il tenait non seulement un objet, mais une promesse, un engagement. Je suis désolé, maman, dit-il enfin, les mots que j'ai tant attendus, pour tout, pour ce que j'ai fait, pour ce que j'avais prévu de faire. Il n'y a pas d'excuse. Non, il n'y en a pas. Je suis d'accord. Mais il y a la rédemption, Gabriel. Il y a la reconstruction. Et tu as déjà commencé. Je regarde autour de moi, le centre vibrant, les visages souriants des personnes âgées qui y ont trouvé un lieu d'accueil et de dignité. Cela n'efface pas le passé, je continue, mais cela construit un avenir différent. Un avenir où peut-être un jour nous pourrons vraiment redevenir mère et fils, pas seulement anciennes victimes et anciens agresseurs. Gabriel glisse l'étui dans sa poche, près de son cœur. C'est tout ce que je veux, maman. Une chance d'être à nouveau ton fils. Alors que je m'apprête à partir, il m'accompagne jusqu'à la porte. Sur le chemin, nous passons devant un mur de photos, les activités du centre, les visages souriants des personnes âgées, les petites victoires quotidiennes. Dans un coin, je vois une photo de moi prise le jour de l'ouverture. Tu es l'inspiration de ce lieu, poursuit Gabriel. Mon regard, sans ta force, sans ton courage de m'affronter, rien de tout cela n'existerait. Parfois, il faut tout perdre pour trouver l'essentiel. Airpods. En partant, je le vois retourner à ses occupations. Ce n'est plus l'homme d'affaires arrogant qui a tenté de me voler. Ce n'est plus le concierge humilié qui purge sa peine, mais un homme cherchant sa propre voie vers la rédemption. La leçon a été dure, peut-être plus dure que je ne l'avais prévu. Mais en regardant mon fils guider doucement une femme âgée, je me dis que peut-être, juste peut-être, c'était la leçon dont il avait besoin et que moi, dans ma douleur et mon indignation, je devais lui donner. Aujourd'hui, lorsque je regarde par la fenêtre de mon appartement de Porto Alegre et que je vois la vie suivre son cours naturel, je réalise que mon histoire ne se résume pas à la vengeance ou à la justice, mais à de nouveaux départs, à des limites à poser, à un amour qui, parfois, doit être ferme pour être vrai. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 68 ans, je devrais affronter mon propre fils pour protéger non seulement mes biens, mais aussi ma dignité. Enseignant à la retraite, j'ai passé ma vie à enseigner des valeurs, à former des citoyens, convaincu que mon exemple à la maison suffirait à élever un fils intègre. La vie m'a montré que nos efforts ne garantissent pas toujours les résultats escomptés. Lorsque Gabriel m'a appelé ce soir-là pour exiger 90% de ma pension, en mentant sur la santé de sa femme et de sa belle-mère, j'ai senti mon monde s'effondrer. Mais au lieu de céder au désespoir, j'ai décidé de me battre non seulement pour moi-même, mais pour toutes les personnes âgées qui souffrent en silence, dont les ressources sont vidées par des proches sans scrupules, qui voient la vie qu'elles ont construite usurpée par ceux qui devraient les protéger. Le plan que j'avais élaboré avec le docteur Mauricio, Polo, Fernanda et Luciana n'a pas été facile à exécuter. Pendant 3 mois, j'ai vécu comme une actrice, feignant la soumission, acceptant l'humiliation, regardant mon fils s'enfoncer toujours plus dans sa propre cupidité. Chaque virement bancaire que j'effectuais, chaque visite qu'il effectuait pour fouiller ma maison à la recherche de biens à convoiter, chaque mensonge qu'il racontait, tout était documenté. Tout cela faisait partie d'un dossier qui s'allongeait de jour en jour. La confrontation à la fête d'anniversaire de Gabriel a été le moment le plus dur, mais aussi le plus nécessaire. Voir mon fils à genoux, humilié devant ses invités, implorant sa clémence, quelle mère voudrait cela? Mais aussi, quelle mère voudrait être exploitée par son propre fils? La vie nous place parfois à la croisée des chemins, où chaque choix est douloureux. J'ai préféré une dure leçon aux poursuites judiciaires. Gabriel a tout perdu, sa maison, son entreprise, son mariage, son statut social. Il est devenu concierge dans l'immeuble qui lui avait appartenu, vivant dans une petite chambre à l'arrière de la maison de son ex-belle-mère. Une chute brutale pour quelqu'un qui avait prévu de me confiner dans un petit appartement adapté à mon âge, tout en profitant du fruit de mon travail. Mais mon histoire ne s'arrête pas à la vengeance, elle s'arrête à la reconstruction. Après 6 mois passés à observer Gabriel purger rigoureusement sa peine, je lui ai offert une chance de prendre un nouveau départ. Non pas une peine de prison, mais un endroit où il pourrait mettre ses compétences au service du bien. Aujourd'hui, il dirige l'un des centres de la Fondation Nouvelle Aube, aidant les mêmes personnes âgées qu'il considérait autrefois comme des cibles potentielles. La bague de perles qu'il avait tenté de vendre, dernier souvenir du père qu'il avait perdu si tôt, est de retour.
Non pas comme un bijou, mais comme un symbole de l'homme qu'il peut redevenir. Notre relation est encore en reconstruction, tout comme sa vie. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir complètement, mais nous trouvons un nouveau chemin, une nouvelle compréhension. Ce n'est pas seulement une histoire de vengeance, mais de justice. Il ne s'agit pas seulement de punition, mais de rédemption. Il ne s'agit pas seulement de perte, mais de reconstruction. C'est l'histoire d'une mère qui a suffisamment aimé son fils pour l'empêcher de poursuivre sur cette voie destructrice, même si cela impliquait de les blesser tous les deux. Si vous regardez cette vidéo et connaissez une personne âgée dans une situation similaire, exploitée par des membres de sa famille, dont la retraite ou les biens ont été usurpés, victime de mensonges et de manipulations, sachez qu'il existe de l'aide. Personne ne devrait souffrir en silence. Personne ne devrait accepter la maltraitance comme une conséquence naturelle du vieillissement. J'ai créé la Fondation Novo Amansé précisément pour aider les personnes dans cette situation. J'ai transformé ma douleur en objectif, mon indignation en action. Et vous pouvez faire de même, que ce soit en signalant les abus, en soutenant les institutions qui luttent contre les violences contre les biens, ou simplement en étant attentif aux personnes âgées de votre famille et de votre communauté. J'avoue que l'enregistrement de cette vidéo n'a pas été facile. Revivre chaque instant de ce parcours douloureux, exposer ma vulnérabilité et aussi ma force, partager les détails les plus intimes d'un conflit familial aussi intense. Tout cela a demandé du courage. Mais si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à trouver la force d'affronter une situation similaire, cela en aura valu la peine. J'ai maintenant une question à vous qui m'avez suivi jusqu'ici. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti de l'indignation, de la tristesse, du soulagement ou de l'espoir après l'avoir entendu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos impressions, vos expériences, et pourquoi pas la vôtre. Vos commentaires ne sont pas seulement un retour d'expérience pour moi. Ils sont une façon de montrer à d'autres personnes traversant des situations similaires qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sont vues et entendues. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne Vovo Lambro. Chaque abonnement nous permet de toucher davantage de personnes et de faire connaître ces histoires importantes à ceux qui en ont besoin. Nous proposons de nouvelles vidéos chaque semaine, toutes basées sur des expériences réelles, visant à donner la parole à ceux que l'âge réduit souvent au silence. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Cela peut paraître simple, mais cela fait toute la différence pour faire connaître ces histoires. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque nous publions de nouveaux contenus. Produire ces vidéos demande beaucoup de travail. Recherche, écriture, enregistrement, montage. C'est un processus qui demande du temps, du dévouement et des ressources. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous croyez en l'importance de ce travail, pensez à nous aider via Vale de Mai, notre plateforme de dons pour couvrir les frais de la chaîne et continuer à proposer davantage de vidéos quotidiennes. Chaque don compte et nous aide à maintenir cet espace d'accueil et d'information. D'où regardez-vous ? Indiquez votre ville ou votre état dans les commentaires. Je veux savoir qui a pris le temps d'écouter mon histoire. Je souhaite entrer en contact avec chacun d'entre vous, créer une communauté où ces expériences peuvent être partagées et où nous pouvons trouver la force les uns des autres. Avant de conclure, je voudrais laisser un message à tous ceux qui traversent une épreuve similaire. Vous n'êtes pas obligé d'affronter cette épreuve seul. Cherchez de l'aide, sollicitez une assistance juridique. N'acceptez pas la maltraitance comme votre destin, votre vie, votre travail, votre dignité. Tout cela mérite le respect, quel que soit votre âge. La semaine prochaine, je vous raconterai une autre histoire qui vous touchera. Continuez à suivre la chaîne Vovo Lambro pour ne rien manquer. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir écouté jusqu'ici et j'espère vous retrouver dans les commentaires. N'oubliez pas que l'âge peut faire apparaître des rides, mais il ne doit jamais diminuer notre valeur ni nos droits. Prenez soin de vous et de vos aînés. À bientôt pour la prochaine vidéo.